Quand des moments ordinaires deviennent mortels en un clin d'œil, parfois les seuls témoins sont les caméras qui continuent de tourner. Ces 6 enregistrements capturent les dernières secondes avant que la tragédie ne frappe, révélant à quelle vitesse la vie peut changer lorsque les avertissements de sécurité sont ignorés et que les décisions prises en une fraction de seconde déterminent tout. C'était le 14 février 2016, lorsque Marcus Chen a pris la décision qui allait tout changer pour toujours. Le technicien de support informatique de 28 ans, originaire de Denver, avait toujours été du genre discret, préférant les écrans d'ordinateur aux rassemblements sociaux. Ses collègues le connaissaient comme fiable mais réservé, quelqu'un qui restait dans son coin et participait rarement aux activités après le travail. Le snowboard était devenu l'échappatoire de Marcus aux problèmes de réseau. Pendant 5 ans, il était passé méthodiquement des pistes pour débutants aux pistes intermédiaires, toujours prudent, toujours dans sa zone de confort. Sa technique était correcte, mais pas raffinée, le résultat d'une dévotion de guerrier du week-end plutôt que d'un talent naturel. 3 mois plus tôt, Marcus a lancé une chaîne YouTube appelée Chen's Mountain Adventures, dans l'espoir de documenter sa progression. Avec seulement 200 abonnés, principalement des amis et d'autres amateurs de snowboard, ses vidéos dépassaient rarement 10 vues. Mais Marcus a persévéré, poussé par une détermination tranquille, à prouver qu'il pouvait être plus qu'un simple employé de bureau. Le pic du diable l'appelait depuis des semaines. Il avait regardé d'autres youtubeurs dévaler ces pentes immaculées, leurs caméras capturant des éclats de poudre comme des diamants liquides. Le gradient de 45 degrés promettait des images spectaculaires qui pourraient enfin booster sa chaîne. Ce que Marcus n'avait pas recherché, c'était pourquoi ces pentes restaient si parfaitement intactes. À 6 heures du matin ce jour de Saint-Valentin, Marcus est arrivé seul au sommet du diable, sa GoPro fixée sur sa poitrine enregistrant. Le parking était étrangement vide et plusieurs panneaux d'avertissement orange ont brièvement attiré son attention. « Danger d'avalanche », proclamait-il, mais Marcus avait vu des panneaux similaires sur d'autres montagnes où il avait snowboardé sans problème. Son inexpérience des conditions en pleine nature l'a amené à rejeter les avertissements, comme une protection juridique standard. La randonnée a duré 45 minutes, son souffle formant des nuages cristallins dans un air à moins 15 degrés. Marcus racontait son ascension, sa voix trahissant une excitation nerveuse à propos de sa course la plus difficile à ce jour. Le vent avait travaillé sur la neige pendant des jours, créant ce que les experts identifieraient plus tard comme une formation classique de plaque à vent. À 7h23 du matin, Marcus a commencé sa descente, sa planche coupant avec assurance la section supérieure. La GoPro a capturé chaque instant alors qu'il gagnait en vitesse, sa technique étonnamment fluide pour quelqu'un tentant un terrain au-delà de son niveau de compétence. À environ 200 pieds de profondeur, il a tenté un virage plus agressif. Dès que son quart a mordu dans la plaque de neige chargée par le vent, la physique a pris le contrôle. La ligne de fracture s'est propagée sur la face de la pente avec un bruit de tonnerre, créant une avalanche de classe 4 mesurant 15 000 mètres cubes de neige en mouvement. La caméra de Marcus a enregistré sa prise de conscience que toute la montagne se déplaçait sous lui. La GoPro a capturé des détails horrifiants, alors que Marcus était emporté par la neige à une vitesse de 60 miles par heure, son corps dévalant violemment 800 pieds de verticaux en bas de la montagne. La caméra a enregistré des impacts écœurants alors qu'il heurtait des rochers et des arbres enfouis, subissant des fractures ouvertes aux 2 jambes et de graves traumatismes internes. L'avalanche s'est arrêtée dans une dépression naturelle, laissant Marcus enseveli sous 12 pieds de neige compactée. La GoPro a continué d'enregistrer pendant 3 minutes et 47 secondes, ne capturant que de l'obscurité et une respiration progressivement ralentie avant que la batterie ne s'épuise. Les équipes de recherche et de sauvetage ont commencé à chercher le 16 février, après que Marcus ne soit pas rentré chez lui. La récupération a pris 6 jours, entravée par des conditions instables. Lorsqu'ils ont localisé Marcus à l'aide de détecteurs de victimes d'avalanche, la GoPro est restée attachée, sa carte mémoire intacte. La vidéo est devenue un rappel frappant de la rapidité avec laquelle les montagnes peuvent devenir mortelles. Le système d'alerte de Devil's Peak a été amélioré avec des affichages multilingues et une éducation détaillée sur les avalanches. La chaîne YouTube de Marcus, figée à 200 abonnés, est devenue un mémorial involontaire pour le respect des avertissements de montagne et la compréhension. C'était le 18 novembre 2014, lorsque le 3e quart de travail à l'usine de traitement chimique du Midwest à Detroit est devenu un cauchemar qui allait changer à jamais les protocoles de sécurité industrielle. James Thompson, 45 ans, avait été l'épine dorsale de l'équipe de maintenance de nuit pendant 12 ans. Un homme calme et méthodique, mesurant 5 pieds 8 pouces avec des mains calleuses et des tempes grisonnantes, il portait le poids de la responsabilité tant au travail qu'à la maison. Divorcé 3 ans plus tôt, James vivait seul dans un appartement exigu à l'est de Detroit, travaillant en double pour répondre aux obligations de pension alimentaire pour ses 2 adolescents, Sarah et Michael. Ses collègues connaissaient James comme le gars qui ne manquait jamais un service et qui suivait toujours les procédures.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que sous son extérieur réservé, James nourrissait des inquiétudes croissantes au sujet des infrastructures vieillissantes de l'usine. Il avait remarqué des raccords corrodés et des irrégularités de pression, mais la direction semblait plus intéressée par les quotas de production que par les rapports de sécurité. C'est à ce moment-là que son fils de 17 ans, Michael, un lycéen doué en technologie, a mis en place un système de sauvegarde sur le cloud sur le smartphone de son père, lui apprenant comment enregistrer et télécharger automatiquement des vidéos comme preuve des violations de sécurité. Pendant 3 semaines, James avait discrètement documenté ses préoccupations. De courts extraits de vannes qui fuient et de tuyaux corrodés sont automatiquement téléchargés sur le stockage en nuage, créant ainsi un journal numérique involontaire de négligence industrielle. Le quart de nuit du 18 novembre a commencé normalement. James a pointé à 23 heures et a commencé sa tournée. Près du réservoir 7, les relevés de pression dépassaient les paramètres normaux et la soupape de sécurité montrait une corrosion sévère. À 23h47, James a sorti son téléphone et commencé à enregistrer, racontant ses observations. Le livestream a capturé son approche méthodique alors qu'il tentait de relâcher manuellement la dangereuse accumulation de pression, décrivant le raccord corrodé qui avait été signalé mais jamais corrigé. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti terrifiant. Le raccord corrodé a échoué de manière catastrophique. Le réservoir s'est rompu avec une force explosive, libérant un énorme nuage de vapeur. En quelques secondes, le nuage a trouvé une source d'allumage à partir d'un panneau électrique à proximité, créant une boule de feu qui a englouti toute la section. Le livestream a continué pendant 8 secondes de plus, enregistrant l'explosion initiale avant que la connexion ne soit perdue. James a subi des brûlures sur 95% de son corps, son système respiratoire détruit par des gaz surchauffés. Il est mort en 30 secondes, victime des dangers même qu'il documentait. L'explosion a secoué des bâtiments à 3 km, amenant les pompiers à se précipiter sur les lieux. Les procédures d'évacuation de l'usine ont empêché des victimes supplémentaires. Michael a accédé au stockage cloud de son père, découvrant les séquences automatiquement téléchargées qui ont capturé le moment exact de la catastrophe. La vidéo est devenue une preuve cruciale pour les enquêteurs de l'OSHA, révélant la séquence précise des défaillances de l'équipement et de la négligence de la direction. Le procès pour décès injustifiés a abouti à un règlement de plusieurs millions de dollars et à des changements radicaux en matière de sécurité. La documentation finale de James Thompson avait révélé des défaillances systémiques, mettant en danger d'innombrables travailleurs. Aujourd'hui, l'usine fonctionne sous de nouvelles normes de sécurité, nécessitant une documentation numérique avec sauvegarde automatique dans le cloud. L'héritage de James vit dans chaque rapport de sécurité téléchargé, garantissant qu'aucune préoccupation des travailleurs n'est ignorée. C'était le 22 mars 2018, lorsqu'une journée de construction de routine dans l'Upper East Side de Manhattan s'est transformée en un rappel catastrophique de la rapidité avec laquelle les accidents industriels peuvent bouleverser des vies. Miguel Santos, 26 ans, poursuivait le rêve américain depuis 3 ans après avoir émigré de Guadalajara, Mexique. Mesurant 1,68 m avec des bras musclés gagnés par le travail manuel, Miguel possédait un optimisme contagieux, malgré la barrière linguistique qui le laissait parfois acquiescer à des conversations qu'il ne comprenait qu'à moitié. Vivant dans un appartement exigu à Queens avec sa femme, Carmen, et sa fille de 18 mois, Isabella, Miguel travaillait dans la construction 6 jours par semaine, envoyant la moitié de son salaire à ses parents âgés au Mexique. Son anglais limité le rendait hésitant à s'exprimer, mais son éthique de travail était légendaire sur les chantiers. Miguel avait découvert que faire du bénévolat pour des tâches supplémentaires, comme la documentation des réseaux sociaux, pouvait permettre de gagner des heures supplémentaires. La société de construction avait besoin de séquences vidéo de l'avancement des travaux pour leur site Internet, et Miguel s'est porté volontaire avec enthousiasme, y voyant l'opportunité de prouver sa valeur au-delà du travail manuel. Le projet résidentiel de luxe de 47 étages sur East 79e Street était en retard sur le planning, créant une pression qui retombait sur les travailleurs comme Miguel. Le chef de projet, Rick Castellano, connu pour faire des économies, avait placé Miguel près de la base de la grue, avec des instructions pour capturer des plans rapprochés spectaculaires des levées de poutres en béton. Ce que Miguel ne savait pas, c'est que Castellano l'avait délibérément placé dans la zone d'exclusion de la grue, le périmètre de sécurité qui aurait dû être interdit pendant les opérations de levage. Le contremaître voulait des images impressionnantes pour les clients, et l'enthousiasme de Miguel le rendait parfait pour cette mission dangereuse. À 14h30, Miguel se tenait directement sous la grue imposante, de 150 pieds, téléphone à la main, filmant tandis que l'opérateur Antonio Reyes tentait de soulever une énorme poutre en béton de 5 tonnes. La grue, un modèle vieux de 20 ans, travaillant des heures supplémentaires depuis des mois, gémissait sous le poids excessif, au-delà de sa capacité nominale. Le téléphone de Miguel a capturé le moment critique où la flèche surchargée a commencé à se déformer. La vidéo montrait l'instant précis où le joint de soudure à la base de la flèche, affaibli par la fatigue du métal après des mois de surutilisation, a commencé à se fissurer et à céder. L'enregistrement se poursuivait, alors que la flèche en acier massive se rompait complètement.
La structure de 45 mètres commençant sa descente mortelle directement vers la position de Miguel. Malgré le chaos au-dessus, Miguel restait concentré sur le tournage, inconscient que la mort tombait du ciel. La flèche a frappé Miguel avec une force dévastatrice après sa chute de 45 mètres. Il a subi des blessures catastrophiques à la tête et au torse, mourant instantanément de l'impact. Son téléphone a continué d'enregistrer pendant plusieurs secondes avant de s'éteindre. Antonio a survécu dans sa cabine d'opérateur, mais a subi un traumatisme psychologique sévère. L'opérateur de grue expérimenté, qui avait à plusieurs reprises averti la direction de la détérioration de l'état de l'équipement, a complètement quitté le travail de construction. Les 8 premières secondes de la vidéo de téléphone de Miguel ont été récupérées de la carte mémoire endommagée. L'enregistrement partiel a fourni des preuves cruciales de la surcharge et de la défaillance structurelle qui ont conduit à la tragédie. Les inspecteurs de la ville ont utilisé les dernières images de Miguel pour identifier plusieurs infractions à la sécurité, y compris le placement délibéré de travailleurs à l'intérieur des zones d'exclusion et l'utilisation d'équipements au-delà de la capacité nominale. L'enquête a révélé un schéma de raccourci de sécurité ignoré. La famille de Miguel a reçu un règlement substantiel qui a sécurisé l'éducation d'Isabella et a permis à Carmen de rester à la maison. Des zones d'exclusion renforcées et une application plus stricte de la sécurité des grues ont été mises en œuvre dans toute la ville. La documentation finale de Miguel avait exposé les conséquences mortelles de la priorité donnée au profit sur la sécurité des travailleurs, assurant que son sacrifice protégerait les futurs travailleurs de la construction qui poursuivent leurs propres rêves américains. C'était le 8 octobre 2017, lorsque l'impensable est arrivé à Frank et Margaret O'Brien dans la communauté de Pine Ridge, au nord de la Californie. Frank, 67 ans, était un homme méthodique qui avait passé 35 ans à livrer le courrier par tous les temps. Sa nature minutieuse faisait de lui un favori parmi les résidents, qui pouvaient régler leur montre sur ses livraisons ponctuelles. Margaret, âgée de 64 ans, avait l'esprit nourricier qui la rendait appréciée par d'innombrables enfants pendant ses 20 années de service, en tant que serveuse de déjeuner à l'école primaire locale. Son sourire chaleureux et ses portions supplémentaires pour les enfants affamés lui ont valu le surnom de Mamie Maggie parmi les élèves. Tous deux vivaient de modestes pensions dans leur confortable retraite à la montagne, une petite maison en bois qu'ils avaient achetée 10 ans plus tôt lorsque la hausse des prix de l'immobilier les avait forcés à quitter la vallée en contrebas. La cabane de 120 mètres carrés représentait leur rêve américain à petit budget, avec une véranda tout autour où ils passaient leurs soirées à regarder les cerfs paître dans leur jardin. Le couple avait toujours été pratique concernant ses limites financières. Leur préparation pour la sécurité incendie consistait en de simples tuyaux d'arrosage et à déblayer les broussailles lorsque l'arthrite de Frank le permettait. Cependant, après des cambriolages récents dans leur quartier, Frank avait investi à contre-cœur dans un simple système de sécurité à 2 caméras. Une caméra surveillait leur porche d'entrée, tandis qu'une autre regardait leur salon, les deux téléchargeant automatiquement les images sur le stockage en nuage toutes les 30 minutes. Cet après-midi fatidique à 15h15, les 2 caméras étaient en train d'enregistrer lorsque des changements de vent inattendus ont transformé leur dimanche paisible en cauchemar. La caméra extérieure a capturé la vitesse terrifiante à laquelle les flammes ont consumé leur clôture en bois et la végétation sèche entourant leur propriété. En quelques minutes, leur sanctuaire est devenu un piège mortel, alors que des braises enflammaient leurs bardeaux de toit. La vidéo a révélé la tentative désespérée de Frank de protéger leur maison, brandissant leurs tuyaux d'arrosage contre l'inferno qui avançait. Sa précision méthodique de facteur lui a servi même en crise, alors qu'il mouillait systématiquement l'extérieur de la maison, en commençant par les zones les plus vulnérables. Cependant, la fumée épaisse a submergé ses poumons vieillissants et il s'est effondré près de leur marche avant, toujours en tenant le tuyau. Pendant ce temps, la caméra intérieure a documenté les efforts frénétiques de Margaret pour rassembler leurs documents importants dans le salon. Son instinct maternel a pris le dessus alors qu'elle essayait de sauver leurs précieux souvenirs, albums photos et papiers de sécurité sociale. Tragiquement, la fumée a rempli le couloir étroit, la piégeant dans leur chambre. Le monoxyde de carbone a silencieusement pris les 2 victimes alors qu'elles succombaient à l'inhalation de fumée et à l'exposition aux gaz toxiques. Les 2 caméras ont continué à enregistrer jusqu'à ce que les flammes détruisent l'équipement, mais leur dernier téléchargement a eu lieu 25 minutes avant la destruction, préservant la chronologie complète des événements dans un détail saisissant. Les pompiers ont découvert leur corps 2 jours plus tard, lorsque la zone a été déclarée sûre pour les opérations de recherche et de sauvetage. Les images récupérées du nuage ont fourni aux enquêteurs un récit émouvant mais complet de la manière dont le feu, se déplaçant rapidement, a piégé le couple âgé dans leurs derniers instants. Leur décès a entraîné des changements significatifs dans les protocoles d'urgence à travers le nord de la Californie. L'incident a mis en évidence des lacunes critiques dans les systèmes de communication ruraux, ce qui a conduit à l'amélioration des procédures de notification d'évacuation dans toute la région. Les derniers moments de Frank et Margaret, préservés par la technologie que Frank avait installée pour la sécurité, sont devenus un catalyseur pour protéger d'autres familles de tragédies similaires.
L'histoire des O'Brien sert de rappel saisissant de la rapidité avec laquelle la fureur de la nature peut submerger même les individus les plus préparés, et comment leur héritage continue à travers les améliorations de sécurité inspirées par leurs sacrifices. C'était le 12 août 2016, lorsque Kevin Park, âgé de 24 ans, a pris une décision qui changerait à jamais la manière dont les canyons de l'Arizona sont surveillés. Kevin était un jeune diplômé de l'Université de Portland, Oregon, travaillant à temps partiel dans un magasin de photographie, tout en constituant son portfolio de photographie. Mesurant 5 pieds et 8 pouces avec des cheveux bruns en bataille, Kevin avait l'énergie agitée de quelqu'un déterminé à laisser sa marque. Sa personnalité mélangeait ambition et inexpérience. Kevin avait découvert la photographie de canyons étroits il y a seulement 6 mois, après avoir vu des images époustouflantes en ligne. Les passages étroits et sculptés ont captivé son imagination, bien qu'il soit resté un randonneur novice avec seulement 3 explorations de canyons précédentes dans des zones plus sûres. Kevin séjournait dans un motel délabré à Page, Arizona, avec un budget de $200 pour sa semaine de vacances de photographie. Sa Honda Civic usée contenait des équipements de randonnée bon marché, et sa possession la plus précieuse était un appareil photoréflexe numérique de milieu de gamme qu'il avait économisé des mois pour s'offrir. À 13h30, Kevin a commencé à diffuser en direct sur sa chaîne YouTube, modeste de 150 abonnés. Sa chaîne, Kevin's Canyon Quest, documente son parcours d'amateur à photographe professionnel. Il était particulièrement excité par cette exploration de Slot Canyon, étroite et technique. La région du Antelope Canyon connaissait le temps typique d'août, avec des orages l'après-midi se formant au-dessus de mésas lointaines. Kevin, concentré sur la photographie et désireux d'impressionner son audience en ligne, n'a pas compris l'importance des nuages qui s'assombrissaient à 24 km de là. À exactement 14h45, tandis que Kevin, accroupi dans une section étroite du canyon, ajustait les réglages de la caméra et racontait aux spectateurs, l'eau qui coulait résonnait contre les parois du canyon. En quelques secondes, un mur de 6 pieds d'eau boueuse et de débris se déplaçant à 32 km/h a contourné le virage devant. Le live stream de Kevin a tout capturé. Sa voix est passée de l'excitation à la panique quand il a réalisé sa situation. Les murs lisses et sculptés n'offraient aucune prise ni voie de sortie. Kevin a essayé d'escalader, ses baskets glissant contre le grès poli alors que l'eau montait autour de ses jambes. Le torrent a emporté Kevin sur 183 mètres en 30 secondes. Son téléphone a enregistré la chute chaotique à travers l'eau brune tourbillonnante remplie de rochers et de débris. Le dernier moment montrait la tête de Kevin frappant un gros rocher avant que le téléphone ne soit immergé, mettant fin à la diffusion. Kevin a subi une fracture grave du crâne et s'est noyé dans les eaux tumultueuses de l'inondation. Son corps s'est coincé entre des rochers alors que l'inondation continuait à travers le système de canyon. Les équipes de recherche et de sauvetage, alertées par des spectateurs inquiets qui ont assisté à la diffusion en direct, ont trouvé le corps de Kevin 12 heures plus tard lorsque l'eau s'est retirée. Le sauvetage a nécessité des équipements spécialisés et du personnel de secours en canyon expérimenté. La mort tragique de Kevin a provoqué des changements significatifs en matière de sécurité. Les autorités ont installé de meilleurs panneaux d'avertissement concernant les dangers des crues éclairs à l'entrée des canyons, amélioré les systèmes de surveillance météorologique pour les zones de canyons étroits et développé de meilleurs protocoles de communication entre les météorologues et les services des parcs. Son histoire sert de rappel, saisissant que la beauté de la nature masque souvent des dangers mortels et que l'expérience, la préparation et le respect des forces naturelles peuvent faire la différence entre capturer la photo parfaite et devenir une autre histoire de mise en garde gravée dans le paysage impitoyable du désert. C'était le 15 mars 2014, lorsque le dévouement de Danny Rodriguez au protocole de sécurité n'a pas pu le sauver d'une tragédie évitable à la station-service Quick Stop dans la banlieue de Houston, au Texas. Danny, un père de 2 fils adolescents âgés de 41 ans, travaillait au service de nuit à la station depuis 3 ans. Sa femme, Maria, s'inquiétait souvent qu'il travaille seul pendant ses heures calmes de 2 heures du matin à 6 heures du matin, mais Danny était méthodique et prudent par nature. Exactement le genre d'employé que vous voudriez pour gérer le carburant et l'équipement potentiellement dangereux. Son superviseur louait fréquemment son souci du détail et son engagement à suivre chaque procédure de sécurité à la lettre. Pendant des semaines, Danny avait signalé une odeur persistante d'essence près de la pompe numéro 3. Malgré ses demandes répétées, la direction continuait de repousser l'inspection professionnelle, invoquant des contraintes budgétaires et affirmant que l'odeur n'était pas assez forte pour justifier une inquiétude immédiate. La nature méticuleuse de Danny l'a amené à vérifier cette zone plusieurs fois à chaque poste, documentant le problème dans ses rapports quotidiens. Le Quick Stop comportait 8 caméras de sécurité positionnées stratégiquement pour surveiller toutes les zones de pompe et l'intérieur du magasin. Le système téléchargeait automatiquement les images vers le stockage cloud toutes les 10 minutes, une fonctionnalité qui s'est avérée cruciale dans l'enquête qui a suivi.
À 3h20 du matin, ce jour fatidique, les caméras extérieures ont capturé Danny, en train de faire son inspection régulière de la pompe. Les images montraient qu'il était accroupi près de la pompe numéro 3, sa lampe torche révélant ce qui semblait être une fuite importante dans la conduite de carburant souterraine. Les vapeurs de gaz étaient clairement visibles, s'accumulant autour de la zone de la pompe, malgré les tentatives immédiates de Danny pour activer le système d'arrêt d'urgence du carburant. Les caméras de sécurité ont enregistré la réponse méthodique de Danny. Il a suivi le protocole parfaitement, tentant de contenir la situation pendant que les vapeurs continuaient de s'accumuler. Plusieurs angles de caméra ont capturé le moment où un client s'est arrêté à la pompe numéro 2 avec un pick-up en mauvais état. L'homme est sorti tranquillement, une cigarette allumée pendant à ses lèvres, ignorant complètement les panneaux d'interdiction de fumée affichés partout dans la station. Danny a remarqué le client et a commencé à se diriger vers lui, probablement pour avertir du danger. Les caméras ont capturé le moment précis où la cigarette a enflammé les vapeurs de gaz accumulées. L'énorme explosion a immédiatement englouti les deux hommes, Danny subissant des brûlures thermiques fatales et le traumatisme de la pression de l'explosion. Le client qui fumait a également été tué sur le coup. L'explosion a détruit 3 pompes à essence et endommagé 6 véhicules dans les environs. Heureusement, les images de vidéosurveillance avaient été téléchargées sur des serveurs cloud seulement 10 minutes avant que les caméras ne soient détruites dans l'explosion. Les enquêteurs d'incendie ont utilisé les images multi-angles pour reconstituer la séquence exacte des événements. Les preuves vidéo ont clairement montré la réaction professionnelle de Danny face à la fuite de gaz et le mépris fatal du client pour les avertissements de sécurité. L'enquête a révélé que la conduite de carburant souterraine se détériorait depuis des mois, avec les rapports de Danny fournissant une chronologie claire du danger en développement. La tragédie a conduit à des améliorations significatives de la sécurité dans tout le pays. Des protocoles renforcés d'application de l'interdiction de fumer ont été mis en place avec des systèmes d'arrêt d'urgence obligatoires et un équipement amélioré de détection de vapeur pour toutes les stations-service. La documentation méticuleuse de Danny et les images de sécurité sont devenues la base des nouvelles normes de sécurité de l'industrie. Danny Rodriguez est mort en faisant ce qu'il a toujours fait, suivant les procédures de sécurité et essayant de protéger les autres. Son héritage perdure à travers les mesures de sécurité améliorées qui protègent désormais d'innombrables employés et clients de stations-service dans tout le Texas. Juste au moment où vous pensez avoir vu les pires catastrophes filmées, cliquez sur la vidéo suivante pour des images encore plus choquantes qui vous laisseront sans voix.